dire qu'on était parfaitement dans les temps, que vous étiez tous là et donc j'étais heureux de vous avoir pour ce super débat, sur Zoom dans le cadre du Festival des idées de la Charité sur Loire, qui s'appelle, enfin qui est intitulé «Les capitales du monde d'après vues par les élus du 28 juin». Donc aujourd'hui, nous avons 5 élus, nous aurions dû en avoir 6. Avant de vous présenter, je voulais d'abord dire à ceux qui sont connectés à la fois sur le fil Zoom et sur Facebook, qui je suis et ce dont on va parler aujourd'hui. Donc moi, je suis doctorant en sciences politiques et en histoire à l'Université Paris 1. Avant de commencer également, quelques petites règles de méthode, donc, mais je pense que tout le monde les a un peu en tête. Euh, on essaie de couper son micro quand on n'a pas la parole pour que ça soit plus agréable pour tous. Deuxièmement, on demande la parole quand on ne vous l'a pas donnée via le chat qui se situe sur le côté. Donc, il faut cliquer sur participant pour afficher le chat normalement. Et donc, soit vous écrivez votre question pour la seconde partie du débat et je la poserai, soit vous voulez la poser vous-même et dans ce cas-là, vous demandez la parole en donnant le thème de votre question. L'objectif de cette heure d'échange, c'est d'abord d'essayer de confronter la manière dont les élus du 28 juin anticipent les mutations à moyen et long terme de leur commune. Donc ici, on va essayer de questionner et de développer des visions de la ville, de dégager des grandes pistes et les grands chantiers qui nous attendent. Juste de manière très préliminaire et avant d'ouvrir les débats, je souhaiterais partager avec vous deux pistes sur lesquelles nous allons revenir pour faire un petit retour déjà sur le 28 juin. Qu'est-ce que nous ont dit ces élections en deux mots? Le premier mot, c'est qu'elles ont renforcé la fracture de notre société, ou elles ont symbolisé la fracture de notre société, parce que perturbées par la crise de la Covid-19, elles nous ont rappelé la fragilité de nos sociétés finalement, mais aussi de la vie démocratique, parce que pendant plus de 100 jours, des élections ont tout simplement été mises en pause, et le retour aux urnes ne s'est pas accompagné d'un retour massif des citoyens dans les bureaux de vote. Et cette abstention massive, 60%, c'est un phénomène qui est à la fois conjoncturel, lié à la crise par son ampleur, mais qui s'inscrit aussi dans une tendance à la hausse de l'abstention lors des élections locales qui s'observent depuis 30 ans. Donc, outre la crise démocratique, qui peut être le premier mot qu'on peut mettre sur ces élections municipales, la seconde grande leçon semble être la progression de l'enjeu écologique. Parce que, bien entendu, si ce ne sont pas que des listes écologistes et apparentées qui ont gagné les élections le 28 juin, on s'en faut, la quasi-totalité des candidats a intégré dans ses programmes une réflexion sur cette question, qui est désormais un objet de consensus, il faut le reconnaître, dans les discours du moins, mais maintenant, qu'en sera-t-il dans les actes? Voilà, au-delà de ces questions démocratiques et écologiques, les défis sont évidemment nombreux. Et l'objectif des échanges d'aujourd'hui, c'est de défricher, de voir quelles sont les solutions que nos nouveaux élus souhaitent expérimenter et sur quels sujets ils souhaitent porter leur attention dans les 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, la première partie de nos échanges va prendre la forme d'une carte blanche donnée aux élus du 28 juin. Et la seconde, comme je l'ai indiqué, sera constituée par des échanges avec les participants à cet atelier et éventuellement aussi quelques questions complémentaires. D'abord, un rapide tour de cette table ronde virtuelle. À ma gauche et dans l'ordre alphabétique, j'ai Fabien Bazin, maire de la commune de Lorme depuis 2001, vice-président du conseil départemental de la Nièvre. À sa gauche, Olivia Fortin, quatrième adjointe à la maire de Marseille, chargée de la modernisation, du fonctionnement, de la transparence et de la qualité des services municipaux, et qui, pour la petite, ou plutôt la grande histoire, a battu Martine Vassal dans le quatrième secteur de Marseille, et on en est tous très fiers. Et donc, avec le printemps marseillais, elle a mis fin, le 28 juin, à l'ère Godin. À sa gauche, Emmanuel Grégoire, tête de liste de Paris en commun pour le 12e arrondissement lors de ces élections municipales et premier adjoint à la maire de Paris depuis maintenant 2 ans. Il est sur la mandature actuelle, notamment en charge de l'urbanisme, de l'architecture et du Grand Paris. À sa gauche, Bruno Piriou, nouveau maire de Corbeil-Essonnes, qui avait fondé en 2013 le Printemps de Corbeil, lui aussi, mais avec quelques années d'avance. Il a mis fin en 2020, lui, à 35 ans de système d'assaut. Enfin, à sa gauche, Anne Vigneault, nouvelle maire écologiste de Besançon dans le Doubs, qui a été élue le 28 juin à la tête d'une liste d'union de la gauche qui s'était faite dès le premier tour. Je précise enfin que la dernière invitée à cette table ronde, Rafika Rezgui, nouvelle maire de Chilly-Mazarin, est empêchée et ne pourra malheureusement pas participer à ce débat. Maintenant, je vous propose, si vous êtes d'accord, et si personne ne s'oppose, et si quelqu'un s'oppose qu'il le dise maintenant, de donner la parole à Anne Vigneault, Madame la maire,
Vous avez donc carte blanche. Quels sont les grands défis et quelle ville, quel Besançon ou quelle ville de manière plus générique voulez-vous pour demain? Eh bien, on veut une ville qui soit qui soit le refuge, parce que pour l'instant, ce sont les villes qui sont les refuges de la biodiversité. On veut que ça devienne un véritable réservoir biologique. On veut une ville qui tende vers l'autonomie énergétique, qui tende vers l'autonomie alimentaire. Et on veut bien sûr une ville qui soit celle de la proximité. On a la chance à Besançon d'avoir tous les outils et toutes les dimensions qui peuvent se permettre d'envisager ces objectifs. Il faut dire qu'on ne part pas de nulle part parce que la ville de Besançon, elle était une ville verte depuis les années 70. Donc, on a la chance d'avoir une culture de l'écologie, après, qui a une écologie qui a évolué, mais qui n'avait pas réussi à prendre toute sa place dans toutes les politiques de la ville. Et aujourd'hui, c'est bien ça, c'est l'écologie qui sera dans toutes les politiques de la ville pour qu'en fait, ça devienne un système. Et donc, très concrètement, ça veut dire que depuis quelques années maintenant, et ce qui va s'amplifier, c'est que l'ensemble des espaces verts déjà vont être développés, mais aussi sont gérés comme des milieux naturels. Ils ne sont plus gérés seulement comme un décorum, mais bien comme des endroits où le vivant prend toute sa place. On a aussi d'autres objectifs qui sont ceux, bien sûr, de la question de l'énergie renouvelable. Et par exemple, nous avons une… Je crois qu'il y a un problème de connexion. Anne, on a perdu Anne. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, bon, donc c'est pas, ça ne vient pas que de chez moi. On lui donne quelques secondes pour se reconnecter, et puis sinon, je passerai la parole à quelqu'un d'autre. puisse être Ah, un investissement. Anne, je vais lui couper. Ah, elle a disparu. Anne, il faut réactiver votre micro Oui, parce qu'on vous a voilà. perdu, en Excusez-moi, fait. je crois que j'avais Vous super parliez quelques… d'énergie, en fait, au moment où ça a déconnecté. D'accord. Donc voilà, donc nous avons le désir et de mettre en place l'ensemble de nos politiques avec un investissement fait par les citoyens. Par exemple, les investissements en matière d'énergie renouvelable, nous allons le plus possible les ouvrir à l'investissement des citoyens pour que, en fait, ça entraîne vraiment une volonté du maximum de personnes sur ces orientations-là. Voilà. Et puis, nous voulons bien sûr une forêt, une forêt parce que la ville de Besançon a l'avantage d'avoir pratiquement 2000 hectares de forêt, une forêt qui puisse être résiliente. Et nous avons fait un travail tout à fait innovant avec l'ONF et aussi l'ensemble des personnes qui pratiquent la forêt, un travail pour que nous envisagions plus de diversité dans la gestion de cette forêt. Parce que comme partout, nous avons subi des dépérissements massifs et nous avons besoin du coup de l'accompagner dans sa transformation parce que sans doute nous devrons envisager d'autres espèces sur notre territoire. Et c'est un travail non seulement de replanter des arbres, parce que ça ne suffit pas quand on est en période de sécheresse, par exemple, mais bien d'envisager son renouvellement, de soigner les semenciers. Et c'est tout un travail qui a été fait avec un conseil de la forêt, c'est-à-dire 125 personnes qui ont participé à la constitution de ce document d'objectifs qui a été donné à l'ONF pour repenser complètement la façon de gérer la forêt. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne encore, bien Oui, sûr, une application sur l'alimentation, parce que, évidemment, nous avons développé un programme qui concerne l'alimentation sur l'ensemble du territoire, avec des fermes urbaines, des micro-fermes, et puis une pépinière pour les maraîchers, parce que nous avions besoin de consolider une filière maraîchère sur notre territoire. On a vu d'ailleurs qu'elle a très bien fonctionné au moment du Covid, parce que ça avait permis de consolider des marchés et des producteurs locaux, et ça a vraiment répondu aux besoins du moment. merci Nous… donc pour ce panorama
un peu large et en même temps assez focalisé sur les questions d'environnement au niveau de la ville de Besançon, qui est en fait une ville verte, vous l'avez dit, depuis fort longtemps. Si on s'intéresse à un milieu un peu plus minéral maintenant, et qu'on donne la parole à Bruno Piriou, mais en même temps avec la Seine qui passe voilà, à Corbeil-Essonnes. Donc Bruno, à toi la parole pour ta carte blanche. Comment vois-tu ta ville dans les 5, 10, 15 prochaines années? C'est bon, là, on m'entend? Très bien, oui. Merci. Bonjour à vous toutes et tous. D'abord, on a mis fin, pas à 35 ans, mais à 25 ans, ce qui est suffisant pour nous. Serge Oui, bah, Dassault avait gagné Corbeil-Essonnes en prenant la ville à un maire communiste en 1995. Et c'est vrai, on a pu parler un peu de résistance chez nous, tant ce fut compliqué de vivre ces années dans un système un peu particulier, un peu unique en France, où il a été beaucoup question malheureusement d'argent maudit, avais-je écrit dans un livre en 2015, et qui aura tout cela des suites judiciaires au mois d'octobre à Paris. Mais nous avons fait une campagne électorale tournée vers l'avenir et pas tant sur les sujets que je viens d'évoquer, mais quel projet pour Corbeil-Essonnes dans les années qui viennent. Moi, la première question est celle que tu as évoquée sur la fracture démocratique. C'est-à-dire que je suis un maire avec une équipe élue qu'avec 16% du corps électoral, 34% de participation aux élections. Et pour nous, c'est le sujet de préoccupation. C'est-à-dire que je partage vraiment tout ce qu'a dit notre collègue de Besançon. On sent une préoccupation écologique et légitime très forte. Nous avons les mêmes à Corbeil-Essonnes. Pour situer, on est à 40 km au sud de Paris, traversé par la nationale 7 historiquement, l'autoroute A6, une voie ferrée, la Seine. Tout ça nous mène ou nous éloigne de Paris selon le sens, mais 40 km avec une ville qui est à la fois un centre très ancien, on a cette chance-là, mais aussi de grands quartiers populaires qui sont aussi des chances. Et donc l'enjeu écologique évident avec, tu l'as dit, la Seine et la rivière Essonne qui se jette à Corbeil-Essonnes dans la Seine. Il faut évidemment, on n'opposera pas les priorités, mais la question démocratique est pour moi première. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru, jeune communiste, que on pouvait peut-être faire le bonheur des gens à leur place. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies, je ne le crois plus. Et s'il est vrai que l'on peut résoudre les questions j'avais mon forum associatif aujourd'hui qui m'a donné l'occasion de rencontrer des centaines et des centaines de Corbeil-Essonnois. On me parle logement, on me parle emploi, on me parle galère pour se rendre à Paris, travailler tous les jours avec le RER, on me parle place en crèche, etc. On me parle sécurité, on me parle bien vivre ensemble. Et comment imaginer résoudre l'ensemble de ces problématiques sans que les gens puissent s'en mêler. Donc il y a un problème dans notre société, plusieurs causes à cela, sûrement des déceptions électorales, mais pas simplement, la crise des partis politiques, de l'ensemble des organisations, qui font que c'est une contradiction d'ailleurs. Je pense qu'il y a des milliers de gens qui ont envie de se mêler de leurs affaires, mais qui pour l'instant ne trouvent pas le chemin pour le faire. Et donc, ma responsabilité nouvelle de nouveau maire, c'est de réfléchir à trouver le moyen que des milliers de Corbeil-Essonnois s'occupent de leurs affaires. Sinon, nous ne résoudrons pas les quelques questions que j'ai soulevées sans eux. Encore un mot, je crois que je suis maire pour que sûrement les attentes majeures, c'était l'un des sujets, quelles sont les attentes des habitants, travailler à ce qu'elles se transforment. Je pense qu'il ne s'agit pas de dire pour moi que les gens sont malheureux, ce n'est pas à moi de le dire. Mais enfin,
les questions de la galère pour se transporter, de la souffrance au travail, du repli sur soi, des divisions dans la société, de la surpopulation. J'aimerais entre nous que nous abordions ce sujet. Corbeil-Essonnes a pris 10 000 habitants en 10 ans. Et on me disait en préparant Arthur le débat qu'à Lorme, l'une des questions était comment on allait s'occuper des personnes âgées. Et sûrement faut-il des jeunes, entre autres, pour s'occuper, pas que, mais des gens plus jeunes pour s'occuper des personnes âgées. Et donc sûrement un problème d'équilibre de population à Lorme, pas si loin que ça au sud de Corbeil-Essonnes. Et chez nous, des milliers d'habitants qui grossissent des lignes D du RER pour aller travailler à l'autre bout de la région parisienne. Eh bien, ça, ce sont des questions pour moi majeures, parce que moi, je trouve qu'avec 56 000 habitants, à Corbeil-Essonnes, ça va. Je ne cherche pas à être le maire d'une ville de 60 000, 70 000, 80 000 habitants. Tout cela, pour moi, n'a pas de sens. Avec Évry à côté, Évry avec autant d'habitants, j'ai quelque chose qui s'est ouvert, c'est pas grave. Vous m'entendez toujours? Oui. Bon. Voilà, Évry, Courcouronnes, maintenant 2 villes qui se regroupent, 70 000 habitants. Nous sommes dans une énorme agglomération à 40 km au sud de Paris. Et donc, qui se mêle de l'aménagement du territoire des questions de surpopulation? Voilà, des questions lourdes. Et je disais, pour les travailler, comment penser qu'avec simplement 34% de gens qui participent aux élections, on puisse penser les contradictions, y apporter des réponses? Je n'y crois pas. Je crois que le nouveau défi démocratique est la question majeure pour moi, pour faire que ce qui est valable pour tous aujourd'hui n'est pas valable pour un. Et donc, nous devons réfléchir à comment on construit du commun qui tienne compte des besoins de chacun. Voilà, moi je pense que ces questions sont pour moi décisives et en tout cas, il m'intéresserait d'échanger avec vous là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Maintenant, nous allons donner la carte blanche à Olivia Fortin. Olivia, c'est à toi. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis nouvelle élue à Marseille. Et pour commencer mon propos, je vais, pour une fois, parce qu'une fois n'est pas coutume, citer François Fillon, qui déclarait en 2007 « Je suis à la tête d'un État en faillite » quand il est arrivé à ses responsabilités de Premier ministre. À Marseille, effectivement, on cumule beaucoup de défis et beaucoup de combats. On est une ville qui est la plus inégalitaire de France, la plus polluée, la plus embouteillée, la plus pauvre. Donc, on est dans un contexte qui est complexe et nous faisons face à des enjeux de transformation qui sont énormes pour pouvoir prendre nos responsabilités, celles qui nous attendent en termes de transformation de territoire et des enjeux notamment écologiques qui arrivent. Donc, Marseille cumule les défis. Et nous sommes dans une situation financière qui n'est pas forcément très large et qui ne nous permet pas d'un coup de baguette magique de répondre à toutes les questions qui sont les nôtres. Du coup, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment faire quand on a beaucoup de problèmes, que ce soit d'image ou que ce soit de problèmes inégalitaires, écologiques, etc., comme je vous l'ai listé. Comment faire quand on a beaucoup de problèmes et peu de moyens? Alors, cette question, elle appelle déjà la question de l'objectif. Alors, quel est notre objectif, nous, à Marseille? Je nous vois aujourd'hui comme des athlètes de triple saut. Je ne sais pas si vous pratiquez ce sport. Le triple saut, c'est une course qui va permettre, au bout de 2 sauts, d'arriver à notre objectif. L'objectif, pour moi, c'est celui que demain, on puisse considérer à Marseille que c'est possible. C'est-à-dire de lutter contre la fatalité qui peut être la nôtre. On souffre de beaucoup d'abstention, on souffre d'un grand désenchantement, d'un certain laisser-aller, de beaucoup d'incivilité. Et donc, se dire que c'est possible, c'est se dire que demain, c'est possible à Marseille d'investir, c'est possible d'y trouver un emploi. Une étude de la Fondation Jean Jaurès montrait que 67% de nos jeunes veulent quitter la ville d'ici 5 à 10 ans. Ça pose quand même question sur notre capacité à voir notre ville comme un lieu de possibilité et de réalisation. Donc, si l'objectif, ça doit être de rendre les choses possibles, quels sont nos 2 sauts qui doivent le permettre? Pour nous, le premier, c'est de remettre à niveau les services publics.
Vous l'avez lu dans la presse, nous avons des enjeux concernant l'école qui sont massifs. Nous avons des enjeux concernant le logement qui sont massifs. Et de la même manière, on pourrait décliner le transport à l'échelle du territoire parce que nous vivons dans une métropole, mais qui n'a pas encore la structuration de moyens de transport qui répondent aux besoins des habitants. Donc, l'école, le logement, le transport, la sécurité, les espaces verts, l'air qu'on respire, tout ça, nous devons le remettre à niveau au cours de notre mandat et même probablement au cours du mandat d'après, puisque tout ça s'inscrit dans un temps long. Le deuxième saut, c'est de pouvoir faire avec les gens. À Marseille, nous avons eu pendant 70 ans seulement 3 maires et nous n'étions pas dans des configurations de démocratie favorable. Tout ça, je l'ai listé dans une note qui est parue aussi à la Fondation Jean Jaurès la semaine dernière, qui raconte comment on a justement mené cette campagne et dans quel contexte nous nous trouvons aujourd'hui. Mais le déni démocratique est à Marseille important. Les seules instances de participation qui existent jusqu'à aujourd'hui sont les CEQ, mais qui ont parfois des fonctionnements qui ne permettent pas une réelle démocratie de s'exercer dans ces instances. Du coup, la question qui se pose à nous, c'est comment faire avec les gens. C'est dans cette dimension que je voudrais apporter quelques détails sur la méthode qu'on souhaite appliquer. Parce que pour nous, la réponse à toutes ces questions doit être d'abord la coopération. C'est vraiment l'angle sur lequel je situe mon mandat d'adjointe en charge de la modernisation, du fonctionnement, de la qualité et de la transparence des services municipaux. Mais la coopération doit être la réponse aux enjeux qui sont les nôtres. D'abord, la coopération interne, puisque notre administration doit pouvoir aujourd'hui avoir un changement de culture. Nous devons permettre au sein de notre fonction publique plus de mobilité, plus de formation et plus de travail transverse, comme cela est exercé dans beaucoup de villes aujourd'hui. Mais c'est un enjeu très important pour nous que la coopération puisse s'exercer en interne, au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des élus. Et pour ça, nous pratiquons énormément de travail transversal entre adjoints, puisque nous avons des délégations qui nous invitent à converser autour des sujets qui nous occupent. Donc la coopération, elle doit être d'abord interne, elle doit être aussi réelle dans la ville, avec deux aspects. Je dirais d'abord la mise en place des outils de démocratie participative qui manquent aujourd'hui à notre ville. Nous travaillons à la mise en place d'un budget participatif, enfin, et puis aussi à la mise en place d'instances de concertation, de débat, de propositions et de validation. Donc ça va être un premier volet. Et puis, nous avons aussi besoin de pouvoir travailler avec des gens qui portent des projets pour pouvoir les accompagner et que la ville de Marseille passe d'une position de mécène, c'est-à-dire à saupoudrer de temps en temps un peu d'argent au gré des occasions en accompagnant par des subventions ou de la commande publique certains projets, mais nous devons passer à une situation de ville stratège qui va pouvoir mettre en place de réelles politiques publiques en s'entourant des acteurs de son écosystème. Et pour ça, je voudrais prendre un exemple dans le domaine entrepreneurial. Nous avons porté comme proposition dans notre campagne de mettre en place un fonds d'innovation financé à 50-50 par le public et par le privé pour permettre à des entreprises qui portent des projets d'intérêt général dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la santé, par exemple, puissent émerger. Et ce fonds, je l'ai présenté un soir de la campagne dans une réunion d'appartements, comme on les pratique. Et des entrepreneurs qui étaient présents m'ont expliqué que le seul point négatif de notre projet, c'était ce fonds, qu'on positionnait seulement à 20 millions d'euros, et qu'avec eux, nous allions positionner ce fonds à 1 milliard, que ces 980 millions d'écart, nous allions aller les chercher. Donc, nous avons ici à Marseille une formidable vitalité qui doit nous permettre d'avancer de manière serrée pour pouvoir apporter dans la ville de l'intérêt général et du bien commun. Enfin, sur les aspects de coopération, je voudrais parler de coopération entre les villes. C'est formidable que vous nous invitiez, élus, à avoir cette conversation à ce moment-là de l'histoire qui, effectivement, positionne énormément de villes dans des projets convergents de transformation. Et je pense que nous avons tout à gagner à développer ces coopérations entre nos villes, que ce soit d'un point de vue politique pour pouvoir peser dans le débat public avec les priorités qui sont les nôtres. Ma conviction est que ce sont les villes qui sont aujourd'hui les lieux de transformation possibles. Donc nous devons renforcer ce maillage et porter politiquement nos enjeux de transformation. Et aussi au niveau administratif, puisque certaines villes sont plus avancées que d'autres dans certains domaines. Et je pense que nous devons aujourd'hui pouvoir converser sur les sujets qui nous occupent et partager ces expériences pour mettre en valeur les bonnes pratiques. Ça permettra deux choses. D'un côté, de gagner du temps et de ne pas trop se tromper.
Et la deuxième chose que ça va permettre, c'est aussi de valoriser nos agents par le partage par eux-mêmes de ce qu'ils font de bien. Voilà, en conclusion, moi, ce que je remarque, c'est qu'à Marseille, depuis notre arrivée, on suscite un formidable intérêt. Je le vois aux candidatures que nous recevons pour participer à notre projet administratif, à nos candidatures pour des postes de cabinet aussi. Et puis, je le vois à tous ces acteurs qui nous proposent leur aide, que ce soit de simples citoyens ou aussi des gens qui veulent accompagner le projet politique que nous portons. Merci Olivia pour cette intervention riche et structurée. Euh, je suis désolé, Fabien, on avait convenu que tu parles avant Olivia, mais tu t'es fait dépasser, les milliards ont dépassé les milliers, mais voilà, on change d'échelle pour arriver à l'orme. Donc je te laisse nous parler de tes projets, voilà, de ta vision de la ville. Que je mette mon micro. Voilà, ben bonjour à tous les collègues. Un clin d'œil particulier à Olivia sur la question des moyens. Il faut qu'on reparle d'un dispositif états-unien qui est une loi en fait qui s'appelle la loi sur le réinvestissement du crédit et qui a permis en une trentaine d'années de réorienter de l'épargne vers les territoires ruraux et vers les quartiers. 1300 milliards, c'est pas rien et c'est pas du tout coercitif, c'est absolument passionnant. On avait travaillé sur ce sujet quand on avait porté la loi la proposition de loi malheureusement non adaptée sur la mise en place d'un bouclier rural, parce que je suis très heureux de rejoindre mes petits camarades et d'être considéré comme une capitale du monde d'après. Mais l'Orme, c'est 1300 voire 1400 habitants. On a triplé ou quadruplé pendant l'été, là, ils sont tous venus et avec plein de projets dans la tête. On est à 2h30 de Paris, 2h30 de Lyon, au cœur du Morvan, une région magnifique. La Californie ou le Luberon sans les snobs, même si j'aime beaucoup le Luberon par ailleurs. Alors moi, contrairement aussi à mes petits camarades, j'étraîne le 4e mandat, donc j'ai un tout petit peu de recul, mais j'espère une capacité à se projeter aussi dans l'avenir, et puis surtout, et pardonnez-moi, hein, une ambition un peu démesurée, parce que chez nous, les défis qu'on souhaite relever, c'est de mon point de vue les défis du pays aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'âge. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 4 ou 5 générations cohabitent. La question de l'emploi, Sophie Penn, là, qui est sur site à la Charité, nous dit qu'on ne connaît pas la moitié des emplois qui existeront dans 10 ans. Question du climat, bien évidemment, mais on en a beaucoup parlé. Et enfin, le sujet de l'Internet et de ce monde moderne dont Michel Serres nous dit qu'après l'invention de l'écriture, puis celle de l'imprimerie, l'arrivée de l'Internet est la 3e révolution mondiale qui bouleverse nos façons de faire. Et chers amis, vous arrivez dans ce monde-là, donc bon courage à vous tous pour la suite, parce que évidemment, et Bruno le disait tout à l'heure, tout ça est sous-tendu par la question démocratique. Comment face à ces défis dans une commune rurale ou à Marseille ou à Besançon et ailleurs, on essaie de relever ces défis. Nous, en tout cas, on y réfléchit et on se projette dans l'avenir et on se dit qu'on doit construire la maison de retraite du futur. Aucun d'entre nous n'a envie d'aller dans les maisons de retraite telles qu'elles existent. Elles ne sont pas adaptées. C'est d'ailleurs peut-être plus des lieux communs de cette nature qu'il faut imaginer. À tout le moins, changer et reconnecter les maisons de retraite sur la commune, sur la ville, sur le territoire. Pour quelles raisons n'irait-on pas faire nos réunions d'association dans les salles d'activité des maisons de retraite? Pourquoi est-ce qu'on n'y organiserait pas des vides-greniers? On réfléchit même, nous, à brasser, je pense, la première bière de maisons de retraite à l'Orme pour entretenir ce lien entre ceux qui y résident, qui y travaillent, et puis le reste des habitants de la commune. Sur la question de l'emploi, c'est pareil. Faisons preuve d'imagination. Il y a un dispositif que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, et qui nous promet comment dit-on, en la fin en tout cas, des privés d'emploi. On sait que sur les 10 territoires aujourd'hui en test, 2 ont atteint cet objectif. Nous candidatons à cette expérimentation qui, je l'espère, sera étendue dans les toutes prochaines semaines. Une loi doit être examinée au Parlement sur le sujet. Sur la question environnementale, ce que j'aimerais, c'est que les petites briques que nous sommes en train d'assembler, création d'un poulailler municipal, d'une miellerie municipale, ramassage des enfants en calèche pour les amener déjeuner au
collèges travaillent sur la forêt, comme l'indiquait Anne, non seulement avec l'ONF, mais on a la chance d'être dans un parc naturel, avec les techniciens du parc, et on va même plus loin avec ceux qui aujourd'hui prônent une autre exploitation de la forêt, c'est-à-dire des citoyens. Comment on confie réellement l'exploitation de la forêt communale aux habitants de la commune en se disant les moyens financiers, les 80 ou 100 000 euros que ça peut nous rapporter chaque année, bah, après tout, on ne va pas tout prendre. Et on va favoriser une gestion beaucoup plus raisonnée bon, pas raisonnée, pas un bien joli mot d'ailleurs, une autre gestion de l'espace forestier communal. Et puis la question de l'Internet qui nous concerne tous, je suppose que la fibre optique, même à Marseille, elle n'est pas dans toutes les maisons. C'est un sujet fondamental, c'est probablement le plus important investissement public en France depuis 30 ou 40 ans. Et la plupart de nos collègues, la plupart des responsables de l'État, déconcentrés ou pas d'ailleurs, ne sont pas en maîtrise de cet investissement absolument fondamental. On ne sait pas comment ça fonctionne. On a des opérateurs qui arrivent, qui vont dire on va vous construire votre réseau, ça ne vous coûtera pas un centime, laissez-nous faire. Et puis on voit que le temps traîne. Les 10 ans maintenant qu'on nous promet la fibre, 3 présidents de la République qui se sont succédés ont eu un plan fibre. Aucun d'entre eux n'a abouti et je ne crois pas, je suis même certain qu'en 2022, à l'issue du mandat de Macron, la France soit fibrée. Je crois qu'au niveau de l'Europe, nous sommes au 24e rang. Il faut en prendre conscience. On nous parle de la Startup Nation, de tout ce qu'on voudra, mais on est très en retard sur les tuyaux. Et surtout, nos concitoyens qui sont les premiers concernés sur cet investissement privé et public extrêmement important n'ont pas les clés pour le décrypter, le comprendre et l'améliorer. Et puis, encore une fois, dans une logique peut-être plus globale, c'est ce qu'évoquait Bruno sur la surconcentration urbaine. Moi, je crois qu'il y a vraiment urgence à organiser les ponts, le dialogue entre des villes plus importantes et des villes rurales, dont on a bien vu que pendant la période de crise sanitaire, la population métropolitaine est venue se réfugier chez nous. On en était très contents d'ailleurs. Ça a provoqué plein de choses. Moi, à titre d'exemple, j'ai récupéré 2 cuisiniers américains qui font maintenant de la cuisine californienne à Lorme, un tailleur de vêtements italien, pour tout dire, un jeune homme allemand qui veut créer une petite unité de production de pantalons éthiques à base de renouée du Japon. Alors la renouée du Japon, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une plante invasive dont on ne sait pas se débarrasser et qui est absolument insupportable. Donc ce moment de crise sanitaire a provoqué des choses dans les villes, dans les communes, et elle nous aide finalement à nous projeter sur les 5 ans, sur les 10 ans qui viennent, avec des dispositifs, je ne sais pas si le premier adjoint à la maire de Paris le sait, mais il semblerait que Paris a mis en place une affaire qui s'appelle Paris fait compagnie, qui est le copier-coller de ce que nous avons inventé ici à Lorme, ça s'appelle plus modestement Faire compagnie, qui est un réseau d'entraide entre voisins. On a identifié dans notre secteur les personnes en situation d'isolement, c'est à peu près 80, et en face de ça, on a mobilisé 110, 120 bénévoles. Alors, ça ne peut pas être des chiffres très petits, mais mettez-vous à l'image d'une commune de cette taille-là, qui vont rendre des services à des personnes âgées. Ce qui me fait dire, et je termine là-dessus parce que je vois qu'Arthur s'impatiente, et il a raison, que je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus faire sans les citoyens. Sur la question de l'âge, sur la question du handicap, département qui s'occupe de ça très bien, les grandes associations s'en occupent aussi parfaitement, mais tous ceux qui sont toujours oubliés dans cette chaîne, c'est le voisinage de proximité, c'est la famille et c'est les élus locaux. Il faut les remobiliser, à mon avis, si on veut contribuer à remettre de la démocratie dans nos territoires. Merci Fabien. Donc Emmanuel Grégoire pour Paris. Paris fait compagnie. Je ne sais pas, c'était pour savoir si tu connaissais ce dispositif inspiré de l'eau. Tu sais, bien sûr, inspiré de l'or. Tu sais que, par définition, un premier adjoint se doit de tout connaître. Et j'aurais été bien embarrassé si je ne connaissais pas Paris en compagnie. D'ailleurs, il y a un site qui est très bien fait, qui est www.parisencompagnie.org, qui permettra de découvrir cette initiative, qui est une initiative dont le maire de Lorme vient d'expliquer l'esprit. C'est de mettre en relation des réseaux de bénévoles qui veulent aider les aînés pour des sorties, pour des courses. C'est à Paris, il y a un très grand succès qu'on a fait monter en puissance avec de très nombreux partenaires notamment associatifs du secteur de la solidarité, de l'accompagnement ou des activités socioculturelles à destination de nos aînés.
Ce qui tombe plutôt bien parce qu'en parlant avec Arthur et puis en cohérence avec les interventions que je viens d'entendre, l'idée c'était que je ne répète pas ce qui a été excellemment dit avant moi, mais que j'essaye de poursuivre et de montrer que d'une certaine manière, quelle que soit la taille de nos communes, nous avons des exigences, parfois des attentes de nos concitoyens qui se ressemblent et des défis qui le sont tout autant. Ces défis, je voudrais les résumer par à la fois une pensée très simple, très individualiste, mais elle est très puissante, c'est la volonté, le sentiment, l'attente de nos habitants de vivre tout simplement au mieux dans leur ville. Voilà. Ils veulent se sentir bien dans leur ville. La difficulté, c'est que tout le monde ne met pas le même contenu, ne met pas les mêmes attentes dans cet élément. Et si on prend un petit peu de hauteur sur les enjeux plus macro de nos villes, de demain, puisqu'on a pour mission très immodeste d'essayer de les y préparer, c'est la question de l'articulation, et elle n'est pas simple, entre à la fois le développement de nos territoires, à la fois la soutenabilité environnementale et la question de la mixité sociale, avec un sous-jacent extrêmement fort pour nous, en particulier sur ce rassemblement ce week-end à la Charité, même si je le fais depuis mon balcon à Paris, vous le comprenez, j'aurais aimé être avec vous, mais c'était une séance dématérialisée. C'est la question de la lutte pour la justice sociale et dans l'idée qu'il n'y a pas de progrès universel s'il n'est pas partagé et que le plus grand des défis que nous avons, ce n'est pas d'améliorer nos routes, ce n'est pas d'améliorer nos écoles, ce n'est pas seulement de créer du service public, c'est de faire en sorte que chacun en bénéficie, y compris ceux pour lesquels y accéder est le moins simple possible pour plein de raisons que nous avons en tête. Peut-être 4 défis que je mets au pot commun en assistant sur cette dimension sociale de la ville inclusive, au-delà de toute la dimension ville résiliente que vous avez évoquée, et dont le sous-jacent, et ça a été évoqué là aussi par plusieurs personnes, et on en parle maintenant heureusement depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on résume improprement par la philosophie des communs, mais qui explique bien ce qui est au cœur, notamment en particulier dans les villes, ou en tout cas dans les endroits, même s'ils sont petits, où on habite tous ensemble, comment la philosophie des communs, la réflexion sur ces communs est un élément extrêmement puissant de fédération, de remédiation sociale. Notre stratégie résilience, notre stratégie de développement territorial à Paris, elle est basée sur 4 piliers qui ont été un petit peu au cœur de la campagne. Un qui défrait la chronique, nous l'assumons, il est très puissamment porté par Anne Hidalgo. C'est la question du changement des paradigmes des mobilités. C'est face à l'urgence environnementale, on a besoin de revoir le paradigme des mobilités, précisément avec l'angle qui est celui de la philosophie des communs, c'est de plus partager l'espace au profit des piétons d'abord, au profit des mobilités douces, au profit des transports en commun et donc au détriment, c'est vrai, dans nos milieux urbains denses, de la place historiquement trop importante qu'avait pris la voiture individuelle. Un chiffre qui illustre bien, il y a en moyenne à Paris 1,13 à 1,3 passagers en moyenne par voiture. Il suffit de monter ce chiffre à 2 pour qu'on réduise le nombre de véhicules quasiment de 2. Donc, il faut sortir de ce modèle de l'autosolisme. Nous le faisons en utilisant tous les leviers d'action qui permettent de développer les alternatives, les transports en commun, les pistes cyclables, de façon à reproposer à chacun des modes de déplacement plus divers. Deuxième pilier, c'est celui de la place de la nature en ville. Je ne vais pas insister dessus, mais c'est fondamental. Pendant longtemps, on a eu une approche esthétique de la nature en ville. Ça a toujours été présent, la nature en ville, ça a toujours été une problématique. Simplement, sur le plan urbain, la nature en ville, c'était une nature d'embellissement. C'était une nature d'esthétique. Aujourd'hui, on rentre dans une dimension de nature fonctionnelle parce qu'on a besoin de la nature pour venir suppléer d'abord les immenses dégâts qu'on fait subir à cette même nature, mais ensuite pour relever des défis urbains particulièrement exacerbés dans les très grandes villes. C'est la question du réchauffement climatique, des îlots de chaleur, de la pollution et du rôle fondamental que prend la nature dans la captation de CO2, mais aussi dans le rafraîchissement de l'environnement, afin de proposer des environnements plus agréables et notamment dans la perspective assez dramatique des phénomènes d'exacerbation climatique
tels qu'on les observe et qui reviennent avec de plus en plus de régularité. Troisième pilier, là aussi je vais passer rapidement, peut-être laisser ensuite le temps au débat de poser les points que nous souhaiterons, c'est qu'on est vraiment en train de changer de philosophie d'urbanisme, c'est-à-dire que les grandes villes avaient, et en particulier les villes capitales, Paris et sa dimension énorme, hein, 2,2 millions d'habitants, c'est 10% du PIB français, avaient des urbanismes que j'appelle de croissance, des urbanismes de développement. Et il ne faut pas tourner le dos, évidemment, au développement, à l'attractivité, ce sont des sujets fondamentaux, mais nous essayons de développer un urbanisme plus humaniste, notamment un urbanisme du quotidien autour de ce concept de la ville quart d'heure, qui est de concevoir l'urbanisme dans des cellules d'hyperproximité dans lesquelles l'école publique a une centralité, on aura l'occasion de développer ça dans les mois qui viennent, et développer des quartiers de vie dans lequel on arrive à avoir accès en un quart d'heure de déplacement à pied, tous les services qui concourent à une vie de qualité. Des services publics, du logement et du travail, et notamment les services publics essentiels. Je le dis en particulier sur les enjeux médicaux qui sont très criants à Paris, mais qui le sont, je le sais, beaucoup plus d'autres endroits. Et dernier point, c'est la question du logement social, et elle est induite, enfin du logement en général, et elle est induite dans la ville du quart d'heure, c'est comment arriver à garder une mixité sociale dans les grandes villes. Forte de leur attractivité, évidemment, le corollaire, c'est la pression immobilière. D'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau, il a des phases exacerbées, mais historiquement, il y a toujours eu ces phénomènes d'inflation immobilière assez forte dans les milieux urbains, avec des effets de mode, avec des effets à rebours, mais une constante croissance. Et ça pose un problème parce que parce que votre ville est attractive, eh bien, ça finit par chasser les gens et ça produit ces phénomènes de gentrification bien connus. D'une certaine manière, vous ratez l'objectif et puis vous risquez surtout de dénaturer à long terme votre ville. Et c'est le paradoxe de toutes les politiques de rénovation urbaine, c'est que quand vous avez des quartiers qui sont en mauvais état et que vous les rénovez en luttant contre l'habitat insalubre, en faisant du développement de services publics, en rénovant l'environnement, c'est paradoxalement pour les gens qui en ont besoin que vous le faites, et en le faisant, vous créez des phénomènes inflationnistes, parfois même de bulles spéculatives immobilières, qui finissent par chasser les gens. Et donc, on a besoin que la puissance publique crée des leviers d'action sur le long terme pour cela. Il y a le logement social, je ne détaille pas plus, vous le connaissez. Aujourd'hui, je le rappelle, un quart des Parisiens habitent dans des logements sociaux. C'est dû à l'action extrêmement volontariste et onéreuse, il faut aussi pouvoir en parler, développée par Bertrand Delanoë d'abord et par Anne Hidalgo, qui a permis de livrer 100 000 logements sociaux depuis 2001 et que la gauche est en responsabilité à Paris. Et ça marche parce que le revenu médian dans le logement social, c'est le revenu médian national. Et donc, il faut s'insurger contre le raccourci qui est de dire, et c'est un raccourci qui est souvent fait par la droite, c'est qu'en gros, les politiques qui sont menées par les gauches sont des politiques pour les plus aisés et pour les plus aidés. Cette dichotomie-là n'a aucune réalité socio-économique, aucune réalité sociologique dans les endroits dans lesquels nous exerçons des responsabilités. Mais il faut aller plus loin parce que le logement social, je l'ai dit, coûte beaucoup d'argent et donc à un moment donné, il peut faire peser sur les finances des collectivités territoriales des menaces lourdes. Et donc, il faut à la fois sur le plan national, avec le législateur, mais aussi sur le plan local, et c'est notamment un axe sur lequel nous allons considérablement renforcer notre action, s'occuper du logement locatif, qui est ce qu'on appelle le logement locatif privé, le parc privé locatif. Pourquoi ? Parce que l'effet inflationniste est très fort sur les loyers. La loi d'encadrement des loyers que nous avons votée a plein d'effets bénéfiques, elle n'est pas parfaite. Et donc, nous allons développer avec plusieurs outils, l'Office foncier solidaire qui permet de découpler le foncier du bâti, mais également avec la réorientation d'épargne institutionnelle vers le logement locatif qui permettra de proposer à des familles des classes moyennes, et chacun connaît la subjectivité de l'acception de ce qu'on appelle une classe moyenne, c'est un grand fourre-tout parfois dans la tête de ceux qui en parlent, et bien de proposer des prix à la location qui soient durablement encadrés, durablement accessibles pour les familles. C'est à ce prix qu'on arrive à faire la vraie ville du quart d'heure, parce qu'une ville du quart d'heure,
elle fonctionne si tous les gens qui concourent à la faire fonctionner peuvent y habiter, depuis le commerçant, aux salariés, aux propriétaires, aux agents qui font le nettoyage, etc. Et ça passe donc par des politiques publiques extrêmement puissantes de mixité sociale. Et je le dis, il n'y a que la gauche qui le porte de façon aussi puissante et de façon aussi assumée. Merci Emmanuel. Je propose, alors déjà, je voudrais savoir si dans les personnes qui sont connectées, il y en a qui souhaitent la parole, parce que pour l'instant, je n'ai vu que des réactions des intervenants. En l'absence, je donne 10 secondes, et si personne ne se manifeste dans l'assistance, je redonnerai la parole à Anne Vigneault, qui a fait une série de remarques collectives sur le chat, et je voudrais l'inciter alors, à la fois à réagir, si elle le souhaite, à ce qui vient d'être dit, mais aussi à développer la notion de cité éducative qui semble lui tenir à cœur. Oui. Je peux prendre effectivement la parole sur cette question-là, parce qu'on parle de justice sociale et on parle aussi de changement de comportement avec du coup une volonté d'envisager que pour la capitale, les capitales, elles doivent se tourner vers d'autres mondes, d'autres approches. Et ça veut dire que les personnes qui viennent au monde, qui arrivent sur nos territoires, eh bien, elles sont en capacité de pouvoir appréhender justement ces enjeux-là. Et pour cela, il ne faut pas qu'elles soient confrontées à des problématiques essentielles, et en particulier celle de la difficulté de vivre, du pouvoir d'achat, par exemple, du logement, du déplacement, etc. Donc, quand on veut une ville qui se projette dans l'avenir, eh bien, il est nécessaire effectivement d'aborder la jeunesse et la ville et la vie dans nos villes pour cette jeunesse-là qui se construit et qui fera qui prendra ces nouvelles orientations. Moi, je suis très attachée à la cité éducative dans le sens où je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager que l'éducation nationale serait isolée, qu'en fait, elle ne serait pas perméable à tout ce qui se passe par ailleurs dans les quartiers et donc, du coup, soit beaucoup plus en interconnexion, ce qui existait déjà, mais de façon ponctuelle. On voudrait, nous, avec la cité éducative, faire système, c'est-à-dire que l'ensemble des services publics et l'ensemble des services qui sont organisés, que ce soit la culture, le sport, le social, etc., soient en écho avec ce qui se passe dans les écoles, pour que quand un parent amène son enfant à l'école, eh bien, en fait, il sache qu'il rentre dans un système, dans une société qu'il va pouvoir construire lui-même et qu'il va pouvoir offrir à ses enfants. Donc voilà, l'idée, c'était d'envisager beaucoup plus un travail de fond structurel avec l'éducation nationale, comme vous le disiez tout à l'heure. Les écoles sont au cœur des quartiers. La ville du quart d'heure, elle est aussi beaucoup autour de ces écoles-là, parce que pour moi, c'est effectivement une centralité essentielle pour qu'on puisse infléchir une société vers plus de justice et s'emparer de son destin. Et parce qu'aujourd'hui, les crises sanitaires, les crises sociales, les crises économiques et les crises climatiques ont montré combien il était nécessaire que chacun s'empare de ces enjeux-là et en fasse finalement un projet de société. Mais pour ça, il faut soigner les nouvelles générations et dès le départ. Donc la cité éducative, pour moi, elle est un élément fondamental pour envisager ces transformations. D'accord. Je crois aussi que Bruno voulait réagir par rapport à ce que venait de dire Emmanuel. Oui, on m'entend aussi, là, c'est bon? Ouais. Ouais. Oui, par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, et je pense que la question ne se pose pas que dans le rapport de la banlieue parisienne à Paris, mais je pense qu'à Marseille ou dans les grandes capitales, justement, les questions se posent. Moi, je partage la politique qui est menée à Paris sur notamment la place de l'automobile, etc. Mais je pense qu'il faut que cette question… Ouais, je suis super content que les Parisiens puissent se passer de voiture. Vraiment, et je le pense vraiment. Et en même temps, Paris ne peut pas fonctionner sans les
les Corbeil-Essonnois qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller nettoyer Paris, ni les chercheurs, enfin voilà, c'est toutes les classes sociales de Corbeil-Essonnes qui se rendent à Paris ne peuvent plus y aller, quoi. C'est-à-dire que soit on met 2 heures en voiture par l'autoroute A6 pour y aller, soit on souffre, et j'insiste, on souffre dans les transports en commun. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que Paris porte ce projet sans que ce soit un débat en Île-de-France. Et donc, je crois qu'il y a une vraie question qui est posée par Fabien. Je crois qu'effectivement, le Covid, ce que nous avons vécu, passons pas vite là-dessus, et on vit encore avec, pas confiné, mais on vit encore avec, pose des questions nouvelles sur comment on vit et on travaille là où on habite. La question de la proximité a éclaté. Et d'ailleurs, avec le télétravail, nous avons des classes moyennes supérieures qui reviennent vivre à Corbeil-Essonnes parce que peut-être que l'air y est meilleur, il y a plus de verdure. Corbeil est juste à la limite entre la province et la région parisienne, et qu'il y a un désir de vivre bien à 40 km de Paris et donc d'y travailler. Donc il y a des questions posées par le Covid sur, y compris la restauration scolaire, etc. Comment nous-mêmes, on recrée de l'emploi, des activités dans tous les domaines pour pouvoir bien vivre à 40 km au sud de Paris. Mais enfin, nous n'avons pas décidé de vivre chacun bien chez nous sans aller voir ce qui se passe ailleurs, et y compris profiter de la capitale qui est Paris. Et je pense que ceux qui sont à 40 km de Marseille doivent se poser aussi les mêmes questions. Et donc là, il y a une question de moyens, et je partage aussi ce qu'a dit Olivia sur les faits, depuis que je ne crois plus non plus au grand soir et à l'homme providentiel. Je pense aussi que les communes sont un lieu de la transformation sociale. Je le pense profondément, et cet échange est de ce point de vue passionnant. Comment on se parle entre nous si on ne croit pas que les changements nécessaires, les moyens pour le service public, la bataille de l'emploi, la question écologique, si ces questions-là sont aussi des questions nationales, et que l'on ne croit pas que les solutions viendront d'un sauveur suprême, il va falloir effectivement qu'on se parle. Et il faut qu'on se parle, et c'est l'occasion qui m'en est donnée, mais que nous abordions aussi… Tout à l'heure, on se parle. Pardon ? Non, je dis c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on se parle. On se parle. Et la question, et merci à l'initiative prise à la Charité, une fois par an. Et donc, il va falloir se parler plus d'une fois par an. Égoïstement, je me retournerai vers la région parisienne. Il faut que la région capitale, quand on va loin à l'étranger et qu'on me demande où je vis, je ne dis pas que je vis à Corbeil-Essonnes, je dis que je vis à Paris, près de Paris, au sud de Paris. Et donc, la question capitale de la région parisienne, et donc la question démocratique. Je le dis au passage, on a dit démocratie. Moi, je commence mon mandat en ce moment, le 3e mois, par aller à la rencontre de tous les Corbeil-Essonnois pour les réécouter, leur donner la parole, et notamment les 70% de Corbeil-Essonnois qui n'ont pas voté il y a quelques semaines. Donc, on va leur redonner la parole. S'ils n'ont pas voté, moi, je n'ai pas la prétention de savoir ce que pensent les 56 000 habitants. Et c'est parce qu'ils n'ont pas voté que ça m'intéresse de savoir ce en quoi ils croient et ce en quoi ils ne croient plus. Et donc, je ne suis pas le sauveur suprême de Corbeil-Essonnes, ville qui ne m'appartient pas, j'en suis l'un des représentants. Donc, on va faire démocratie. Mais il faut faire démocratie à tous les niveaux. Et la question de comment je me rends à Paris, moi, ça m'intéresse. Je me rends aussi à Paris, et la maire de Paris et les adjoints de Paris, au risque que Paris, ce qui a fait perdre la droite il y a quelques années, redevienne une ville musée où ceux qui peuvent y vivre, et j'entends bien l'effort qui est fait sur le logement social, et la gauche l'a fait, la droite sûrement ne l'aurait pas fait, puisque d'ailleurs elle le conteste. Mais ça ne fait pas la maille. Ça ne fait pas la maille. Et donc, si on ne veut pas que Paris redevienne une ville très agréable pour les Parisiens, mais que tous ceux qui font vivre Paris souffrent pour pouvoir y aller ou travailler, il faut que ce soit un débat régional. Et d'ailleurs, ce n'est pas politicien que de poser la question des élections.
et là, je vois à qui je parle en termes de famille politique, il y a là des sujets où nous devons converger, discuter pour que, y compris, la région capitale change de priorité politique. Bon, ça a le mérite d'être dit. Je ne sais pas si Emmanuel, je ne vois plus sa vidéo, a entendu cette interpellation. Parfaitement. 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 Je la partage pas. Et je vais dire pourquoi, mais sans doute parce que on n'a pas eu le temps de sauter là. D'abord, je connais bien Corbeil-Essonnes. J'y ai été écolier longtemps. J'y ai habité 4 ans au début de ma vie professionnelle. Et on mettait déjà, il y a 20 ans, très longtemps pour aller à Paris. Moi, j'y allais par la A6. Je vais aller à la Défense puisque je travaillais beaucoup à la Défense. Et qu'on m'explique que les bouchons ont existé depuis que Anne Hidalgo mène sa politique, c'est factuellement faux. Hein. Il me ferait un plaisir de transmettre aux maires les études de circulation qui montrent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un premier point. Il est important parce que dans ce contexte de débat politique un peu difficile, renvoyer aux faits est souvent un élément d'éclairage qui est important. Premièrement, c'est exact que on ne peut pas plaider l'alternative à la voiture si les alternatives ne fonctionnent pas. Et il est évident que le RERD qui dessert Corbeil-Essonnes, qui desservait déjà à l'époque où j'y habitais, moi j'habitais côté Gallieni, côté de l'école Galignani, monsieur le maire, vous connaissez, eh bien, il fonctionnait déjà pas bien et ce n'est pas normal. Et c'est sûr que l'un des gros défauts de la région capitale, c'est que le métro fonctionne très correctement, même si certaines lignes sont à bord de saturation. En revanche, d'autres infrastructures sont très défaillantes. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour la région capitale l'est pour d'autres, que ce soit par la diminution des TER, que ce soit par l'irrégularité d'un certain nombre de trains grandes lignes, mais employés également pour des voyages pendulaires pour raisons professionnelles, fait que la cohérence territoriale de nos grands ensembles n'est pas assurée. Deuxième observation, c'est un point sans doute de divergence que je peux avoir avec le maire de Corbeil, mais nous l'assumons à Paris. Quand on regarde les cartes de pollution, voilà, et à Corbeil-Essonnes, là aussi que je connais bien, c'est pas parfait partout, au moins c'est pas parfait sur l'axe A6, puisque il faut savoir quand vous regardez une carte de pollution, vous avez un énorme point rouge, pour ne pas dire noir, puisqu'il ne dessine pas en noir, c'est l'hypercentre de l'agglomération, en particulier Paris, la Défense un petit peu, et tous les axes autoroutiers, parce que la pollution générée par ces axes autoroutiers est terrible. Elle est terrible évidemment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais elle l'est encore plus sur les émissions de particules fines. Et je suis désolé de dire, nous n'attendrons pas l'action des autres pour justifier notre inaction. Et à Paris, nous avons besoin, et pas qu'à Paris, j'invite d'autres à le faire, mais d'ailleurs, la métropole du Grand Paris l'a fait avec l'adoption de la zone à faible émission, avec un très grand nombre de communes de très grande diversité politique, de tous bords, avec des débats qui nous ont traversés, qui ressemblent à ceux que nous avons maintenant. C'est le dosage, c'est est-ce que l'urgence environnementale doit être la priorité absolue ou est-ce que les effets de bord, les désagréments que ça crée doivent nous inciter à attendre, voire même à procrastiner. Et donc, non, Anne Hidalgo, elle a pris des mesures très fortes à la matière. Elle le fait dans le dialogue. Et là aussi, sauf à dire que Paris n'a pas le droit d'être une commune toutes les autres et que ces 2,2 millions d'habitants n'ont pas le droit d'être des citoyens comme les autres. Monsieur le maire, quand vous faites une décision de police de circulation dans votre commune, vous ne demandez pas aux communes limitrophes ou rarement. Quand vous piétonisez votre centre-ville parce que vos citoyens vous l'ont demandé, ça a forcément des effets de bord sur votre propre commune, sur des communes limitrophes. Donc, moi d'abord, à votre disposition pour qu'on puisse regarder tout ça. On sera à vos côtés, on l'est toujours, je crois que ça se sait, sur l'obligation qui est faite aux acteurs dont c'est le rôle, et notamment Île-de-France Mobilité, pour rénover les grandes infrastructures de transport et investir massivement sur les transports du quotidien. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours fait part de nos réserves sur le Charles de Gaulle Express, par exemple, en disant qu'il y avait sans doute d'autres priorités d'investissement, notamment sur les transports du quotidien, que ce soit à Paris, en Île-de-France ou partout ailleurs dans nos territoires. Mais c'est peut-être d'ailleurs au cœur du débat que nous avons aujourd'hui. Nous avons des défis qui ne sont pas simples à régler.
et notamment parce qu'ils ne sont pas toujours en résonance cohérente. Certains d'ailleurs d'entre nous vont avoir l'urgence environnementale au cœur de leur action. D'autres vont être plus attentives à la question de l'intégration, la question de la mixité sociale, de l'égalité. C'est difficile de faire ces arbitrages. Je le crois que dans les propositions politiques que nous formulons les uns et les autres, eh bien, nous arrivons à trouver le juste milieu, c'est-à-dire ne pas fermer les yeux face à l'urgence environnementale qui s'impose et qui s'imposera comme le défi le plus grand des 20, 30 ou 50 prochaines années. Pendant longtemps, la gauche a souffert d'une certaine manière peut-être de négligence vis-à-vis de l'urgence environnementale, parce que d'abord, sur le plan scientifique, on était peut-être moins conscient de ces enjeux. Désormais, c'est un enjeu vital pour nos concitoyens. Et encore une fois, quand nous plaidons le changement des paradigmes des mobilités, quand Paris investit très massivement pour changer les transports, quand Paris investit très massivement pour prolonger des lignes de métro bien au-delà de son territoire, pour aider justement à désenclaver et à accompagner positivement des mesures que nous mettons en place. Nous le faisons avec le souci de la cohérence territoriale de l'aire urbaine dense dans laquelle, j'allais dire, Corbeil fait partie, évidemment, hein, même s'il y a quelques zones semi-rurales dans ce coin de l'Essonne, c'est plutôt au-delà de Corbeil, effectivement. Eh bien, nous essayons d'abord de dialoguer et puis ensuite de le faire de façon professionnelle, de façon dosée, afin de ne renoncer à aucun de nos objectifs. Fabien non plus ne renonce à aucun de ses objectifs puisqu'il est sur toutes les balles à la fois. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à cet échange. Toi qui es finalement le plus extérieur à toutes ces problématiques, mais en même temps pas si loin que ça. Pas tant que ça. Encore une fois, nous, on triple et on a quadruplé cet été la population de la commune, et c'est souvent des gens qui viennent de Paris, voire de Marseille et de plein d'autres endroits. Non, simplement pas se cacher non plus derrière l'enjeu environnemental. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu majeur, capital, déterminant, mais on ne peut pas, de mon point de vue en tout cas, ne pas aborder les autres sujets qui sont les sujets de la vie de tous les jours. On le voit, nous, très bien à la campagne, parce qu'on connaît tout le monde, on se connaît tous, et on vit la vie de nos voisins. Même à Paris ou à Marseille aujourd'hui, aller à la maison de retraite, c'est le parcours du combattant, c'est extrêmement compliqué. Et si on veut regagner en démocratie, il faut qu'on traite ces sujets-là. Traiter la question de l'emploi de la même manière. Moi, je suis inquiet tout autant qu'à cause du choc climatique, de ces nouveaux emplois qui vont émerger qu'on ne connaît pas. On a vu les premières lignes, on leur a dit bien gentiment, bah, écoutez, vous êtes formidables, on se rend compte que sans vous, le pays ne marche pas, et on est passé à autre chose, on est passé à un plan de 100 milliards dont tout le monde discute depuis 24 heures en disant il y en a 30 là, il y en a 34 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que le commun des mortels qui entend ces milliards qui jonglent, mais on fait quoi avec ces milliards? On dit on fait de la cohésion territoriale, on verdit nos entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire verdir les entreprises? On ne peut pas, je pense, les responsables publics en tout cas, rester simplement maintenant à l'écume des choses. Il faut descendre et expliquer comment ça marche tout ça, comment ça fonctionne, et redescendre vraiment. Enfin, redescendre, c'est même pas redescendre d'ailleurs, c'est plutôt au contraire partir des besoins des gens et mettre les milliards ensuite, et pas faire le contraire. Merci Fabien. Je ne sais pas, Olivia, tu peux peut-être réagir aussi par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, bien sûr. Les enjeux écologiques qui sont les nôtres à Marseille, je les vois, moi, comme une formidable opportunité. Je veux les voir comme une formidable opportunité et comme un levier de transformation, parce que l'écologie, c'est pas seulement se battre pour préserver un site, c'est aussi pouvoir, en se saisissant des enjeux qui sont les nôtres, pouvoir mettre en valeur et créer de nouvelles filières. À Marseille, c'est formidable. Personne ne s'est saisi des enjeux de transport. Personne ne s'est saisi jusqu'à maintenant des enjeux de rénovation thermique des bâtiments. Personne n'a constaté qu'à Marseille, nous avions le soleil, la mer, le vent et que nous avions tout pour devenir demain la capitale des énergies renouvelables. Et donc, nous avons par l'ensemble de ces biais et bien d'autres encore, un véritable levier à notre disposition pour mettre en cohérence des filières, que ce soit de la formation jusqu'à l'emploi, pour se saisir des enjeux qui sont les nôtres d'une manière utile.
Donc, premier point sur cette écologie que je vois comme un levier de transformation. Et puis ensuite, les prochaines échéances électorales et le lien entre les différentes collectivités a été effleuré. Mais à Marseille, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons une ville qui vient de passer à gauche, une métropole qui vient d'être reconduite à droite, un département qui est à droite également, avec la même personne à la tête de ces deux collectivités, Martine Vassal, et puis une région qui également est à droite. Et donc pour nous, vous l'entendez bien, les prochaines échéances électorales qui arrivent sont absolument stratégiques. Pourquoi ? Parce que seule Marseille, avec les compétences qui sont les siennes dans le cadre de la métropolisation, qui n'est d'ailleurs pas encore aboutie ici, seule Marseille ne pourra pas grand-chose. Aujourd'hui, la métropole a les compétences pour nous du logement, du transport, de la voirie et de la propreté. Donc ces 4 sujets, vous pouvez le comprendre, ils sont à la fois des enjeux du quotidien, comme Fabien le mentionnait, c'est la vie quotidienne des gens dont on parle et c'est la face visible de notre politique immédiatement. Mais c'est aussi, avec notamment l'enjeu de transport, un enjeu de transformation. Bruno, tu parlais de la difficulté ou de la souffrance des gens dans les transports en commun. Nous, à Marseille, c'est très simple, on n'a pas de transport en commun ou quasiment pas. C'est impossible, à moins d'avoir une voiture, d'aller travailler à Rousset, par exemple, où se situe une entreprise qui a 2700 emplois, c'est important. On ne peut pas y aller si on n'a pas de voiture. Donc, pour ça, nous, les prochaines échéances, elles sont absolument capitales. Et je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, puisque Arthur, tu nous donnes une tribune. Mais je pense qu'à Marseille, nous avons fait nous avons mené notre campagne et nous exerçons aujourd'hui les responsabilités qui sont les nôtres d'une manière qui, je l'espère, pourrait inspirer certains qui voudraient vouloir préserver les intérêts de leur propre organisation politique. Aujourd'hui, nos enjeux sont trop importants. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de faire cette union. Et pour nous, les conditions électorales vont être difficiles, notamment au niveau régional. Je vous rappelle qu'en 2015, la gauche a dû se retirer au deuxième tour et qu'aujourd'hui siège au Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des élus de droite et d'extrême droite uniquement. Donc, nous avons un enjeu énorme à pouvoir travailler tous ensemble, puisque, comme nous l'avions constaté dans le cadre des municipales, nous partageons tous aujourd'hui probablement 90% des urgences qui sont celles de notre territoire, et que si jamais on arrivait déjà juste à en mettre en œuvre 50% pendant la durée d'un mandat, ce serait formidable. Donc, je lance dès aujourd'hui cet appel en tant qu'élue citoyenne. Je proviens d'un collectif citoyen, je ne suis encartée dans aucun parti, mais je pense que c'est important qu'on puisse tous se mettre en dynamique par rapport à ces échéances qui arrivent et qui vont être vraiment structurantes pour les transformations de nos territoires. C'est un beau plaidoyer en faveur de Oui. l'union des forces politiques, démocratiques et citoyennes. Et donc, bon, en l'absence de volonté d'intervention extérieure à notre panel d'intervenants, je relance Bruno, du coup, parce que finalement, à la fois, si tu veux réagir par rapport à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, et aussi par rapport à ce que vient de dire Olivia sur la fin de son intervention, parce que ce qu'elle dit est, je pense, central. C'est-à-dire que face aux enjeux qui sont devant, à la fois en termes de transformation écologique, de transformation des mobilités, enfin, tout ce qu'elle évoque suppose une action concertée des collectivités aux différentes échelles. Et donc, du coup, des priorités communes. Or là, ce qui se passe dans le cas de Marseille, c'est que les collectivités des strates supérieures à celles de Marseille ne sont pas de la même majorité politique et n'ont pas les mêmes intentions politiques que celles que peuvent avoir les listes du printemps marseillais. Bon, voilà, donc ça, c'est quand même un enjeu, la question de comment on crée l'union, comment on crée du consensus. Et alors, on n'en a pas parlé vraiment jusque-là, mais je pense que c'est aussi finalement un enjeu politique essentiel, comment on arrive à fédérer les acteurs qui ne soient pas que issus voilà, des partis politiques qui ont gouverné depuis 20, 30, 40, 50 ans. Voilà, donc à Corbeil, par exemple, vous avez entamé ce mouvement il y a longtemps, puis on pourrait parler de Paris aussi. Voilà, mais commençons par Corbeil. Fabien, j'ai l'impression que tu parles, mais je ne sais pas si c'était à nous que tu voulais parler. D'accord, ok. Ouais. Moi, j'essaie d'avoir une cohérence politique. D'abord, sur le débat avec Emmanuel, qu'on se comprenne bien, pour une part, vraiment, je partage ce qui est fait à Paris. Vraiment,
ils ont profité de la sortie du confinement. Moi, je vais à Paris, je passe par la porte d'Orléans. Il y a aujourd'hui une voie pour les bus, une voie pour les vélos et plus qu'une voie pour la voiture. Je partage. Je dis juste que le poids politique de Paris et la réponse d'une certaine façon d'Emmanuel m'invite à dire il faut qu'on se parle plus, quoi. Pour réussir l'Île-de-France, et je pense que c'est pareil pour Marseille, sûrement dans des conditions différentes à Besançon, mais dans toutes les grandes métropoles, les questions aujourd'hui doivent être prises à un niveau, en tout cas, ou de la métropole ou de la région. Et si on veut des changements politiques nécessaires, celles qu'a évoqué Olivia, moi je souhaite qu'il y ait une autre politique pour l'Île-de-France. Il faut qu'on s'entende, les progressistes écolos que nous sommes, pour dire les choses comme ça, avec les progressistes écolos de gauche parisiens. Il faut qu'on se parle. Et les mois vont passer vite. Je n'ai pas la tête tout de suite dans les autres élections. Je viens d'être élu maire de Corbeil avec des défis énormes à relever. Mais puisque ces élections vont arriver, moi je souhaite que la gauche de transformation sociale et écologiste, elle prenne du poids dans ce pays. Voilà, moi je souhaite ça. Par exemple, nous avons des questions qui nous sont posées. Moi j'ai un énorme hôpital à Corbeil-Essonnes, sud-francilien, un des plus gros hôpitaux d'Île-de-France. Je le sais pour être en contact avec les infirmières et les personnels soignants. Le pic de pollution, en tout cas on y revient, mais la crise de l'hôpital pendant le Covid est pour une part passée. J'espère qu'on ne va pas complètement y revenir. Mais rien n'a changé pour le personnel de l'hôpital. Rien. Aïe, on est repassé à autre chose. Donc comment, pour aborder ces questions, il y a besoin de changements politiques dans ce pays. C'est pas moi. On a moins de pouvoir, les maires, dans les hôpitaux. Avant, il y avait des conseils d'administration, c'était pas géant. Aujourd'hui, il y a des conseils de surveillance. Mon pouvoir est faible là-dedans. Si je veux que les Corbeil-Essonnois et le bassin de population puissent mieux être soignés à l'hôpital, que le personnel souffre moins. Qui peut penser qu'une infirmière ne souffre pas aujourd'hui dans tous ces établissements publics de santé? Eh bien, il faut des changements politiques. Et donc, peut-être, à ce stade de notre débat, il y a des questions nouvelles qui nous sont posées. Mais je partage au passage ce qu'a dit Fabien. Et ça doit être une façon de penser la politique, pour moi, partout. C'est que partons des besoins et mettons après des moyens en face pour y arriver. J'ai eu un maire milliardaire pendant 25 ans. Milliardaire. 4e fortune de France, 69e fortune mondiale. Qui a dépensé, les mois qui viennent le diront, il a su trouver des 100, 200 millions d'euros à déverser comme ça de sa poche pour la commune. Personne ne me fera plus croire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. La France n'a pas de problème d'argent. La France a un problème de redistribution de richesses, de fiscalité. Il faut qu'on aborde ces questions. Sinon, nous allons faire illusion, nous les maires. J'espère qu'avec les mêmes moyens, je vais essayer de faire mieux à Corbeil-Essonnes, grâce notamment à la démocratie. Mais je ne ferai pas croire aux Corbeil-Essonnois que je résoudrai leurs problèmes majeurs, y compris de transition écologique, leurs questions sociales. On a dit fin de mois, fin du monde. Je ne veux pas leur faire croire que je résoudrai tout seul ces questions sans que des moyens considérables soient mis sur les transports publics, sur l'hôpital public, sur l'école publique, et pas que en termes de public, aussi sur les questions de l'emploi privé, etc. Par exemple, la question de réindustrialiser la France. Je ne vais pas le résoudre moi tout seul, maire de Corbeil-Essonnes, mais c'est une vraie question qui nous est posée partout, y compris peut-être à l'Orne, qui a sûrement est très content d'avoir un nouveau tailleur et 2 nouveaux, je ne sais pas, cuisiniers. Super. Mais la question que je posais tout à l'heure, pour les 10, faisons pas de la politique pour les 5 ans de notre mandat à venir. Faisons de la politique pour les 10, 20, 30 ans, vraiment. Et donc, ça pose des questions nouvelles politiques. Et comme je ne crache pas sur les partis politiques, ils m'ont construit et ils ont construit les décennies que nous venons de vivre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
sur la liste que j'ai conduite de 47 candidats et nous avons gagné avec cela. Et c'était difficile de gagner à Corbeil-Essonnes, comme je pense évidemment à Marseille ou ailleurs. Mais seules 8 personnes sont membres d'un parti politique. Tout le reste sont des militants du Printemps de Corbeil-Essonnes, qui est une association citoyenne. Là, comme dit Fabien, nous sommes partis des habitants. J'ai compris que des milliers de gens voulaient faire de la politique, mais que si j'attendais qu'ils passent par la case d'un parti politique, ils n'en feraient jamais. Et donc, on a créé un espace qui devient une organisation politique, un espace citoyen où les gens, sans leur demander ce qu'ils avaient voté à l'élection présidentielle, ont pu réfléchir à un projet commun pour la ville. Je pense qu'il faut réfléchir des formes politiques nouvelles pour que ce que nous faisons à Marseille, à Paris, à Lorme, à Besançon et à Corbeil-Essonnes, nous puissions le faire dans les départements, dans les régions et au niveau national. Et là, j'attends ça que de nous, les maires, les citoyens, et je n'ai pas envie de me laisser enfermer, je le dis là au passage, déjà dans une présidentielle, parce que peut-être que ce n'est pas par là que ça passera le changement. Voilà, beaucoup de questions, et je souhaite que l'opportunité de cette rencontre à la Charité, de ce débat du Festival des idées, il faut un Festival des idées permanent. Voilà. Les partis politiques ne le permettent plus. S'ils y arrivent, tant mieux. Moi, je saisirai toutes les balles au bon, mais il nous faut retrouver ce que faisaient les partis politiques il y a 30-40 ans, malgré tout. C'était quand même un festival des idées, hein, et des grands rendez-vous, comme la Fête de l'Humanité, qui n'a pas lieu malheureusement cette année. Il nous faut un festival des idées permanent. Personne ne le fera à notre place. Voilà. Personne ne le fera à notre place. Voilà ce que je pense. Merci Bruno. Je pense que Fabien, lui qui est dans une autre situation, parce que finalement, il dirige sa ville, il est conseiller départemental de la majorité, voilà, et par ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté est également d'une sensibilité équivalente à la sienne. Donc finalement, voilà, toutes les planètes sont alignées à l'orme, mais pour autant, le sont-elles totalement? Je sais pas. Moi, je me méfie toujours des mécanos institutionnels. Alors, la situation est quand même très différente quand on est celle que connaît Olivia, évidemment. Mais nous, c'est pas avec des institutions. Alors, celle du département est très vieille, la région est plus jeune, mais au fond, on travaille pas tant que ça avec les institutions, où on est en permanence en train de déconstruire les schémas vus de Nevers, vus de Dijon, de Besançon, de Paris ou de Bruxelles, pour essayer de ramener l'action publique dans la vraie vie. Et on a mené de ce point de vue-là un programme qui est tout à fait libre de droit, c'est un peu comme Faire compagnie. On a eu l'ambition de créer les villages du futur. Aujourd'hui, dans le département de la Nièvre, 14 villages sont engagés dans la démarche. Et c'est comment on construit avec les citoyens et un appui technique cette vision justement à long terme dont on parlait en début de discussion. Comment on se projette avec les habitants d'un quartier de Marseille, d'un quartier de Paris, de partout au fond, avec une méthode qui fait que on travaille, les gens viennent plus dans les communes, donc on va dans les bars. Et puis on fait appel à un nouveau métier, les designers de services, dont le métier, enfin le sujet est d'appliquer les méthodes du design aux politiques publiques. Et c'est extrêmement riche, ça change plein de choses. On apprend à écouter, nous les élus, qui avons tendance souvent à faire la leçon et à être dans une position de sachant. Je crois vraiment que nos concitoyens sont des pépites. Il y a 1000 idées et 1000 façons de faire dans la société. Et c'est au fond le premier travail peut-être, c'est un peu ce que disait Bruno à nous, je pense, c'est notre premier boulot d'élu local que de faire émerger ces idéaux, de les accompagner. Il y a vraiment, enfin, je pense qu'on ne peut plus être dans le monde d'après, dans une vision verticale des choses, même ces sujets, c'est pas parce qu'on met les chaises en rond, en clair, qu'on fait de la démocratie participative. C'est beaucoup plus exigeant et ça nous demande à nous, élus locaux, encore une fois, me semble-t-il, de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier et qui ont plus que des techniques qui sont aujourd'hui nécessaires à l'évolution de la sphère publique. En écoutant aussi la délégation d'Olivia, je me dis que les premiers acteurs aussi de ces changements, c'est les fonctionnaires territoriaux. Et à ces gens-là, on ne leur donne jamais la parole, ou finalement très peu. La hiérarchisation, on la connaît tous. Hein. Moi, je le vois au départ, évidemment pas à l'ordre, mais au département ou à la région, je vois bien ce qu'on peut s'autoriser ou pas s'autoriser quand on est agent public. Il y a un travail
absolument de trancher les nœuds gordiens. Et pour ça, il y a des jeunes gens formidables, encore une fois, les designers de services qui apportent à l'action publique des bouts de réponses concrètes. Merci Fabien. Je ne sais pas, Anne ou Olivia, il y en a une de vous deux qui souhaite réagir à ce qui vient d'être dit. Bien, je peux donner un exemple assez simple sur, par exemple, la biodiversité dans une ville comme Besançon, qui pourtant était une ville verte. En fait, on avait l'habitude d'avoir des espaces verts qui étaient des décorations. Et quand vous arrivez auprès des jardiniers et leur dire, ben, écoutez, on va aujourd'hui envisager de travailler tout à fait autrement, eh bien, pour eux, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça remet en cause un savoir-faire, ça remet en cause quelque chose qui était pour eux vraiment une fierté. Et donc, il est évident que pour changer les choses, il faut que ça ait du sens. Et le travail qui a été fait, ça a été de les inviter à des colloques sur la biodiversité, de faire en sorte qu'ils suivent des formations avec des vrais biologistes. Et moi, aujourd'hui, les jardiniers, ce ne sont plus seulement des jardiniers, mais ce sont des écologues. Et ce sont des gens qui ont des notions de biologie très approfondies, alors qu'avant, ils étaient horticulteurs, ils étaient là pour faire pousser des fleurs. Et là, aujourd'hui, je faisais un peu simple parce qu'entre-temps, ils avaient déjà évolué. Mais là, maintenant, ce sont des écologues. Ça veut dire qu'en fait, si on veut effectivement changer les choses dans notre territoire, il faut que tout le monde participe à cette transformation, mais que cette transformation ait du sens, que tout le monde comprenne et partage l'orientation dans laquelle on est. Et donc, ça veut dire que les élus locaux, ils ont aussi cette obligation de prendre en considération le parcours de chacun d'où il vient, et de respecter justement ce qu'ils ont fait au départ et comment ils pourraient envisager de la transformation. Et ça, c'est un travail de fond, non seulement avec les cadres des services, mais aussi avec les personnes qui sont sur le terrain. Et les premiers ambassadeurs de la transformation, ce sont les agents de la ville, par exemple, les gens de la voirie, les gens des espaces verts, etc. Merci Anne. Juste avant de passer la parole à Olivia, à qui ces thématiques, je pense, parlent beaucoup, je voulais juste lancer un dernier appel à nos auditeurs pour savoir s'il n'y en a pas un ou une ou un qui souhaite prendre la parole. Mais en l'absence de manifestation, donc Olivia, c'est à toi. Je suis très heureuse qu'on place la fonction publique, que la fonction publique territoriale ait sa place dans le débat. Moi, quand j'ai décidé de m'engager en politique il y a 3 ans, j'ai commencé par retourner à l'école à Sciences Po et j'ai fait un stage au secrétariat de la ville de Paris, au secrétariat général de la ville de Paris, ce qui m'avait permis déjà à l'époque d'échanger avec Emmanuel sur les pratiques qui avaient pu être installées dès le début de la mandature de Bertrand Delanoë pour faire avancer cette municipalité avec les forces qui sont les siennes, c'est-à-dire la fonction publique territoriale. À Marseille, nous, c'est très simple. Le budget de la ville de Marseille est d'1,5 milliard et 1 milliard sur le fonctionnement, 500 millions sur l'investissement. Et sur ce milliard de fonctionnement, 60% de ce budget est consacré au traitement de nos agents. Ça veut dire qu'une fois qu'on a payé nos agents de la ville, il nous est très difficile d'aller chercher à l'extérieur des compétences que nous n'aurions pas à l'intérieur. Donc, en fait, cette fonction publique, c'est notre première force, c'est notre premier outil pour pouvoir dispenser les politiques publiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Et c'est pour ça que moi, depuis 3 ans, j'ai la certitude que c'est pour moi le cœur de l'enjeu, le cœur du poulet, comme je dis souvent. Mais si à Marseille, nous arrivons à emmener nos 13 000 agents dans ce projet de transformation des cultures, de transformation des pratiques, alors nous nous donnerons une chance de réussir notre mandat. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible puisque nous n'aurons pas les moyens, encore une fois, d'aller chercher à l'extérieur des gens qui pourraient venir pallier les manques internes. Et donc, pour ça, nos enjeux sont énormes. J'en parlais rapidement tout à l'heure, mais en citant cette coopération interne au premier niveau, parce que pour moi, c'est vraiment le socle de la pyramide. C'est comme ça qu'on pourra réussir à avancer. Au niveau de notre fonction publique, nous avons d'énormes marges de manœuvre pour pouvoir améliorer déjà le bien-être des agents au travail. Beaucoup sont dans des situations très difficiles. Je vous donne juste un exemple.
Après le drame de la rue d'Aubagne, la ville s'est retrouvée à déloger énormément de familles marseillaises et des agents m'ont raconté qu'ils s'étaient retrouvés à déloger des familles avec comme seule solution à offrir à ces familles que des couvertures. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'échec de la notion de service public dans cette situation absolument dramatique et le mal-être chez ces agents qui sont là, eux, pour exercer cette mission. Donc, en fait, on part d'une situation qui est extrêmement difficile. Je vous donne un autre exemple, mais qui est pour moi extrêmement significatif. Aujourd'hui, dans les annuaires de la ville, pour pouvoir se contacter entre postes, on a le nom des gens et le numéro de téléphone, mais pas la fonction. On a 13 000 agents. Comment est-ce qu'on fait quand on bosse dans une école à l'Estac pour trouver la personne qui va nous régler notre problème de place de parking devant l'école, en fait? Donc, on a des marges de manœuvre qui sont considérables et nous comptons bien mettre c'est une ambition très forte du mandat de Michel Rubirola, c'est vraiment remettre ces enjeux au cœur de notre projet afin de pouvoir faire évoluer tout ça. Ça passe par de la revalorisation de nos agents. Et donc, la première chose que nous avons faite, c'est de mettre en place une campagne de communication, non pas comme ça se faisait avant, avec des images de drones à 12 000 mètres d'altitude au-dessus de Marseille, on montre les Calanques et le Vieux-Port, mais au contraire, dans les ateliers, dans les écoles, dans les crèches, pour valoriser ces agents qui sont engagés tous les jours dans la réussite, notamment de la rentrée des classes, parce que c'est compliqué, 470 écoles, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et donc, je pense qu'il y a un sujet de revalorisation des agents, qu'on puisse retrouver le sens de notre action, la fierté d'appartenir à cette fonction publique et d'exercer ces missions. Je suis vraiment, moi, très heureuse d'être chargée de ce sujet qui, pour moi, est fondamental aujourd'hui. Alors que Emmanuel a tout fait pour se délester de la gestion de la fonction publique parisienne, un énorme boulet, comme il peut nous le confirmer. Emmanuel, si tu veux réagir, puis on va conclure parce qu'il nous reste 4 minutes, 3 minutes. Voilà. Donc, Non, alors, c'est une fonction magnifique, la fonction RH, et je dis toujours aux jeunes élus que c'est enfin, quand je dis jeunes élus, c'est au début d'un mandat. Je pense que c'est le meilleur angle pour découvrir la machine qu'est une collectivité territoriale, parce que on y découvre tout simplement la très grande diversité des métiers, ce que être adjoint sectoriel ne permet généralement pas aussi bien. Quand on est maire, c'est entre qui sont maires, vous vous occupez de tout, donc voilà. Mais c'est vrai que les adjoints thématiques, la fonction publique est évidemment le principal levier de transformation. De toute façon, on ne fait rien sans eux, nous ne sommes rien sans eux. Et je redis, parce que c'était en lien avec nos échanges un peu préalables, c'est-à-dire que tout l'enjeu est aussi pour nos collectivités de permettre à nos agents d'y vivre. Voilà. Pour des villes comme Paris, c'est pas évident. Et donc, c'est pour ça que parmi les quotas de logements sociaux, nous en donnons beaucoup à nos agents, et prioritairement aux agents de catégorie C. Simplement, comme tout un chacun, certains aspirent parfois à devenir propriétaires et aller acheter un petit quelque chose, et ils le font souvent loin. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 100% des agents parisiens, un tiers habite dans Paris intramuros, un tiers habite en petite et moyenne couronne, et un tiers habite en très grande couronne et parfois très très loin, ce qui rend évidemment l'exercice professionnel extrêmement complexe. Voilà, mais voilà. On y tient à nos agents parce qu'ils sont vraiment le cœur de tout ce que nous pouvons faire. merci Emmanuel. Alors, à moins qu'il reste, voilà, que l'un d'entre vous ait quelque chose de très important à dire, manifestez-vous maintenant. Sinon, donc, je vais conclure cette table ronde en vous remerciant déjà tous d'avoir participé, d'avoir pris un peu de votre temps que nous savons tous très contraint, et particulièrement en ce début du mois de septembre, par toute une ville qui se relance, et aussi parce que non seulement la ville se relance, mais il y a encore aussi des questions de gestion de crise qui ne sont pas loin et qu'il faut continuer à suivre. Donc, il nous reste voilà, une minute. En une minute, je vais passer 30 secondes pour essayer de synthétiser les mots-clés qui viennent en tête après vous avoir tous entendus. Tout d'abord, il y a un consensus, et ça, on s'en doutait, sur la question écologique, mais aussi des divergences sur la manière dont on a pu aborder
la mise en œuvre des politiques publiques liées à l'écologie, et notamment dans les rapports ville-banlieue, mais tout ceci va se résoudre grâce au dialogue et à la coopération que le Festival des idées et ce débat ont contribué à renforcer. Il y a des enjeux donc de multiniveau que Olivia a souligné, à la fois donc dans la coopération au sein, enfin, qui passe à toutes les échelles, et notamment en s'appuyant sur la fonction publique, et puis aussi des enjeux de mettre en valeur tout simplement les initiatives locales, et ça Fabien ou Olivia par exemple l'ont souligné. Il y a beaucoup de richesses et les territoires ont beaucoup de force, mais il faut, en fait, le rôle des élus, c'est aussi de les accompagner, de les valoriser et de les appuyer. Maintenant, je finirai donc sur l'appel au crowdfunding, puisque c'est finalement le plus important pour qu'un festival comme celui-ci puisse vivre. Vous avez donc un lien qui a été posté par Zoom 1 qui s'appelle tout simplement en fait Palma. Donc Palma nous a posté le lien du financement du Festival des idées. Donc si jamais vous avez envie de soutenir l'initiative, n'hésitez pas, le lien est donc en bas du chat. Sur ce, merci à tous, il est donc 20h, nous avons duré exactement 1h30. La première partie faisait 45 minutes exactement et la deuxième 45 minutes exactement. Je suis simplement désolé que les participants n'aient pas osé prendre la parole face à nos éminents élus. Bravo à tous et merci. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.